Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 136e briefing, éclairage sur l'actualité que vous attendez tous et toutes. Pas mal de choses aujourd'hui, alors nous avons toujours nos deux intervenants, toujours de la même qualité, mais qui sont toujours en vadrouille, ça ne change pas, voilà, mais qui vont bientôt nous revenir, je crois. Donc on les attend avec impatience. Mais ça ne les empêche pas de continuer leur recherche, d'explorer l'actualité, tout ce qui est en rapport avec la Russie, la France et nos relations. Donc, eh ben, je vais comme toujours, comme souvent en tout cas, laisser la parole à Arnaud. Donc, il va parler de politique, d'économie, et ensuite Igor nous parlera, comme souvent, de géopolitique, de diplomatie et tous ces sujets. À toi, Arnaud. Bonjour à tous. Quelques nouvelles économiques, en effet, avec les nouvelles prévisions de croissance publiées en fin de semaine dernière par le ministère du Développement économique pour 2023, mais également pour la période 2024-2026, qui correspond à l'horizon de planification budgétaire triennale. Que disent ces chiffres? D'une part, le ministère de l'économie russe attend une croissance de 1,2 points cette année et de 2 points l'année prochaine, une inflation à 5,3 sur l'ensemble de l'année, et des ventes de détail, c'est ce qui a le plus surpris, en hausse de 5,3% sur l'ensemble de 2023 aussi. Alors, comment expliquer ces chiffres? Quels sont les commentaires qu'ils ont déjà suscités? D'abord, rappeler que cette révision à la hausse s'inscrit dans une tendance plus générale. J'avais évoqué lors de précédentes séances les nouvelles prévisions du FMI et de la Banque mondiale. Tout le monde semble un peu plus optimiste pour l'économie russe qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois. La principale leçon de ces chiffres, c'est que les autorités russes estime que la croissance sera tirée non plus principalement par les exportations. D'ailleurs, le solde commercial devrait se tasser, rester positif, mais de façon beaucoup moins spectaculaire qu'en 2022. On devrait passer d'environ 200 à 80 milliards d'excédents, mais plutôt par la consommation des ménages et plus généralement par la demande interne. Ces ménages consommeraient plus en raison notamment de salaires réels en hausse assez spectaculaire de plus de 5% et de revenus réels eux aussi en hausse de l'ordre de 3%. Résultat, entre autres, d'une contraction de la main-d'œuvre disponible, et donc ce qui tire les salaires à la hausse. Alors, quel crédit accorder à ces chiffres? On sait que le ministère de l'économie est par définition optimiste, plus optimiste que ses collègues du gouvernement et a priori que les institutions internationales. Donc on verra bien si on est plus proche de 1,2 points de croissance ou de plus 0,3 annoncé par des institutions internationales. Mais en tout cas, cette tendance à l'optimisme est assez largement partagée et elle est confortée par un deuxième point que je souhaitais aborder, par les rentrées fiscales. Les rentrées fiscales tirées notamment du pétrole qui sont désormais au-delà de ce qui est fixé dans le budget. On se souvient qu'en janvier, février, et même en décembre, après l'introduction des sanctions européennes sur le brut, après l'introduction du price cap, du prix maximum, eh bien, il y avait eu une certaine désorganisation dans les flux d'exportation russes. Les choses semblent s'être tassées, s'être réorganisées, ce que j'indiquais d'ailleurs dans mes interventions du début de l'année. Et que voit-on aujourd'hui? Eh bien, on voit un baril de pétrole qui se vend à plus de 5 000 roubles, la semaine dernière en tout cas, alors même que dans le budget figure le chiffre de 4 787 roubles, ce qui correspond à un baril à 70 et un dollar à 63. Donc c'est plutôt
l'affaiblissement du rouble de façon prévisible qui compense et qui permet au gouvernement russe d'atteindre ses cibles en matière de rentrée fiscale s'agissant des exportations d'hydrocarbures. Un dernier mot de Madame Nabioulina, qui s'est exprimée aujourd'hui dans plusieurs enceintes, notamment à la Douma d'État. Elle a déclaré qu'elle n'anticipait pas de grands bouleversements en ce qui concerne la régulation des devises, pas de nouvelles mesures, ni de restrictions, ni de libéralisation. Elle relève que les choses se sont stabilisées. Enfin, Madame Nabioulina n'exclut pas, à titre expérimental, d'utiliser les crypto-monnaies pour les exportations. J'en viens maintenant aux questions politiques avec M. Prigojine, le fondateur et dirigeant de la compagnie militaire privée Wagner, qui s'est adressé par écrit au président de la Douma d'État, M. Volodine, en proposant d'introduire une nouvelle disposition qui permettrait de révoquer les gouverneurs de région dès lors que 10% de la population signerait en faveur d'une telle décision. Donc il s'agirait de recueillir 10% du corps électoral d'une région afin de démettre avant terme un dirigeant régional. C'est en tout cas ce que propose M. Prigojine, avec dans le collimateur, comme toujours, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, M. Beglov, qui, aux yeux de M. Prigojine, a encore aggravé son cas ce week-end en tolérant, si j'ose dire, la présence d'un drapeau ukrainien lors du sommet de l'Assemblée interparlementaire de la CEI. Ce drapeau était très visible, il était juste derrière les intervenants, dont Mme Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire le Sénat russe. Donc, un nouveau prétexte pour une nouvelle vague d'attaques contre M. Beglov. Par ailleurs, Evgeny Prigojine a fait parler de lui jeudi dernier en publiant une tribune, une analyse de la situation militaire en Ukraine, mais en allant une tribune qui allait bien au-delà du seul terrain opérationnel, puisqu'il parlait aussi de politique intérieure russe, de contexte diplomatique. Alors, le titre de l'article parlait de combat honnête, hein, il était une question d'affrontement, mais ce qu'en ont retenu les commentateurs occidentaux, c'est une phrase au détour de laquelle Evgeny Prigojine déclare souhaitable un gel en l'état du conflit en cours. En d'autres termes, la Russie devrait peut-être se contenter de ce qu'elle a pris et peut-être ne pas ambitionner d'aller plus loin. Alors, ces critiques ont conduit M. Prigojine à corriger le tir, si j'ose dire, ce matin, et à mettre l'accent plutôt sur l'aspect martial de son article. Il a sans doute saisi que l'humeur au Kremlin en matière de la défense n'était pas à une cessation des hostilités dans l'immédiat. Deuxième sujet politique, toujours à la Douma, où se constitue un groupe de travail qui va conduire une réflexion sur les moyens d'empêcher les artistes, les créateurs au sens large du terme, qui soit ont quitté la Russie et critiquent la Russie pour ses actions en Ukraine, ou qui ont été formellement déclarés agents de l'étranger, donc actions visant à empêcher ces gens-là de tirer des revenus de leurs activités en Russie. Ce groupe de travail sera présidé par Madame Yarovaya, qui a déjà fait adopter plusieurs textes de loi ces dernières années, et la vice-présidence irait à Monsieur Piotr Tolstoï, bien connu des téléspectateurs français et de notre ami Pavel. Enfin, la dernière nouvelle politique du jour, c'est la condamnation de Vladimir Kara-Murza, l'opposant dont on avait parlé ces derniers jours, à 25 années de réclusion. Il était poursuivi 3 chefs d'accusation, discréditation des forces armées russes, travail au sein d'une organisation considérée comme indésirable en Russie et haute trahison. La haute trahison dans le sens, enfin dans la nouvelle acception très élargie
de ce concept. Alors, 25 ans, évidemment, c'est énorme. On sait par ailleurs que les remises de peine n'existent pas vraiment en Russie. C'est surtout un signal politique extrêmement fort adressé je veux dire, à tout le monde, à Moscou et à l'étranger, y compris aux opposants qui auraient quitté la Russie ces derniers mois. Donc, j'allais dire un coup de tonnerre et en même temps quelque chose de malheureusement très prévisible au vu des réquisitions du parquet la semaine dernière. Donc, ce mouvement à l'œuvre depuis bien longtemps, en réalité, franchit un nouveau seuil avec cette décision d'un tribunal de Moscou aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, même si la dernière partie est particulièrement peu réjouissante. Sur la première partie de ton intervention, est-ce que le fait que les revenus et les salaires réels augmentent ou sont augmentés, c'est pas lourd de risque inflationniste? Alors, c'est ce que pense sans doute Madame Nabiulina, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, le risque, apparemment aussi, c'est que les salaires et les revenus, de façon générale, augmentent plus vite que la productivité. Euh, voilà, donc ce n'est pas sans risque, mais je doute que ce soit vu comme une mauvaise nouvelle à court terme pour le gouvernement. Je pense que l'urgence pour le gouvernement et les autorités, de façon générale, c'est de ranimer la demande intérieure, de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression finalement de traverser une crise économique. Et je rappelle que l'année dernière a été une année de récession et que les revenus avaient baissé, donc il y a aussi un phénomène de rattrapage. Mais façon plus générale, ça traduit aussi cette hausse des salaires, le manque de main-d'œuvre, hein, en tout cas une tension sur la main-d'œuvre, qui résulte de plusieurs facteurs. Un facteur de fond qui n'est pas nouveau, qui est la contraction démographique, partiellement compensée par le relèvement de l'âge de la retraite, il faut le dire. Par ailleurs, l'émigration de plusieurs centaines de milliers de personnes, dont certaines et même la majorité continuent certes à travailler pour l'économie russe, mais quand même. Et puis, par ailleurs, la mobilisation. Donc, il y a une tension sur la main-d'œuvre et donc les salaires sont tirés vers le haut. Ça, c'est assez mécanique et assez imparable. Et est-ce que ça ne ferait pas revenir un peu peut-être pas le gouvernement, mais d'autres sur le fait d'ouvrir plus largement l'immigration justement des pays limitrophes que d'autres forces essayent de limiter? Alors, j'en ai parlé la dernière fois, hein, il y a un débat assez classique finalement en Europe entre les partisans, les acteurs économiques qui sont souvent en faveur d'une immigration, je dirais, moins contrôlée, en tout cas d'une main-d'œuvre abondante, et des responsables politiques qui sont, par la force des choses, plus sensibles à l'opinion publique qui, elle, généralement, est plus réservée à l'égard d'une immigration massive. Donc, on verra. Pour l'instant, je crois que l'horizon de planification est assez limité, mais c'est un facteur nouveau et intéressant à observer. Alors, on a une question d'auditeur. Bonjour, est-ce que la nouvelle loi sur la mobilisation envoyée vers Goslogi pourrait poser des problèmes si des Russes vivant à l'étranger voulaient renouveler leur passeport dans les ambassades? Je pense de façon générale que les relocalisés, c'est-à-dire ces Russes qui ont quitté la Russie en deux vagues principales, c'est-à-dire en mars 2022 et en septembre 2022, et qui pensaient émigrer provisoirement, eh bien, je pense qu'ils sont l'une des cibles de cette nouvelle loi. On avait expliqué lors de nos séances qu'il y avait au sein même du pouvoir des gens partisans de mesures très dures, hein, allant jusqu'à la confiscation des biens, et d'autres au contraire plus compréhensives. Je pense que ce texte est une sorte de compromis en réalité entre ces deux forces, un compromis qui quand même est plutôt défavorable, plutôt problématique pour ces relocalisés. Je doute que ces personnes soient très motivées pour rentrer au vu de ce qui pourrait les attendre. Et encore une fois, le simple fait d'émettre un avis de mobilité
mobilisation à valeur de remise. Donc, qu'ils se trouvent à Erevan, Belgrade ou ailleurs, s'ils reviennent en Russie et s'ils ont fait l'objet d'une convocation, ils sont mobilisables. Pour ce qui est des passeports, bon, je ne suis pas au courant des détails techniques, hein, mais il était effectivement question ces dernières semaines d'ouvrir cette possibilité-là ou de l'élargir, en tout cas s'agissant des passeports intérieurs. Hein. Les passeports extérieurs, c'est déjà, enfin, c'est très classique, mais les documents d'identité intérieurs, les passeports qui sont l'équivalent des cartes d'identité russes, sauf erreur de ma part, je parle sous le contrôle de Pavel, mais les consulats à l'étranger ne les émettaient pas. Il fallait rentrer en Russie. Et là, je doute que les autorités russes fassent une fleur et s'engagent dans une libéralisation pour les choses plus faciles aux émigrés russes. Donc oui, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Alors, bon, moi-même, avoir longtemps vécu en France avec un passeport russe, et je sais que la réglementation n'a pas évolué, en fait, tout le système Gososlug et de manière générale, tout euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, le contrôle administratif du ressortissant russe repose sur deux choses en Russie, enfin sur trois choses. Primo, le numéro de passeport intérieur. Secondo, la registrace, le lieu d'enregistrement. Et tertio, éventuellement, le numéro d'assurance de INN. Bon. Alors, quand vous habitez en permanence à l'étranger, vous n'avez plus de passeport intérieur. Vous n'en avez pas physiquement. Vous avez votre passeport étranger qui vous permet de voyager. Et sur ce passeport étranger, vous avez à la place de l'enregistrement un tampon avec trois lettres, PMG, Постоянное место жительства, lieu de résidence permanent, indiquant le consulat dont relève votre domicile. Donc, avec la meilleure volonté du monde, le système Gososlug ne peut pas avoir accès, faute de moyens administratifs, aux personnes qui n'ont pas de passeport russe. Voilà, de passeport russe intérieur. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais c'est en tout cas intéressant. Donc, la réponse est non, il n'y a pas de risque, nous, confirme Pavel. Mais en même temps, Ouais, sans ouais, vouloir polémiquer, ne pas avoir accès, oui et non. C'est-à-dire que si ces personnes ont été détentrices précédemment d'un passeport russe, et si elles ont payé des impôts, et c'est le cas souvent des personnes qui ont quitté la Russie ces derniers mois, elles sont parfaitement joignables et atteignables, théoriquement, hein, dans le cadre d'un envoi électronique. Et ce qui a bien été précisé par les autorités, c'est que le fait de supprimer son compte Gosuslug ne servirait finalement à rien. Donc, tout dépend de qui on parle. Si ce sont des gens qui sont partis depuis 15 ans, oui. Si ce sont des gens qui sont partis depuis l'année dernière, c'est moins évident, de mon point de vue. surtout que moi, j'ai Oui, tendance à bien. dire que Oui, vas-y, j'ai Igor. juste peut-être un élément pour compléter hein, ces réponses, c'est que j'ai tendance à dire que tout ça, ça reflète les efforts entrepris par le gouvernement, les différentes structures pour harmoniser les bases de données en fait, et les faire se recouper entre elles-mêmes. Donc il y a le fisc, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a la santé, les impôts en fait. Il y a plein de bases de données mais qui ne se parlaient pas, qui étaient complètement fonctionnées en silo. Et une des astuces qui a été trouvée, évidemment, pour réussir une hypothétique future vague de mobilisation, eh bien, c'est de recouper ces bases, de les superposer et essayer de, comme ça de retracer voilà, les individus, ceux qui rentrent dans le périmètre d'une future vague de mobilisation ou pas, ceux qui ont des numéros d'enregistrement auprès des commissariats militaires et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas vont devoir clarifier leur position à l'égard des commissariats militaires, ce qui n'aura pas forcément valeur de mobilisation, mais disons qu'on veut savoir en gros quel est leur statut à l'égard des devoirs à l'égard de l'armée en fait. En réalité, il y a plein de questions comme ça qui se posent, il y a plein de cas très très différents, et l'idée c'est à travers ces bases de données d'harmoniser tout ça pour avoir un panorama, avoir un tableau voilà, des citoyens russes, des hommes potentiellement mobilisables. Et donc déjà, les gens qui se trouvent à l'étranger, on comprend que c'est une minorité, même s'ils sont de plus en plus nombreux depuis quelques temps. Et donc la question était de savoir si en gros, quelqu'un qui réside à l'étranger en permanence, on va dire, ou en tout cas la plupart du temps, surtout depuis 2022, si son passeport étranger arrive en péremption, est-ce que s'il veut en gros le faire renouveler, il va pouvoir refuser les choses si jamais il est mobilisable. Moi, je l'exclurais pas. Hein. Franchement, je n'en sais rien comment vont réagir les autorités parce que cette circonstance est tout à fait nouvelle et extraordinaire.
Des cas vont probablement se présenter. Mais moi, je n'exclurais pas qu'effectivement, il y ait des perturbations dans le renouvellement du passeport, qu'il y ait au moins un discours patriotique ou un discours qui lui soit fait au consulat ou à l'ambassade pour l'expliquer que voilà, il faut défendre le pays, etc., etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer comme discours, et peut-être qu'effectivement, on va lui mettre des bâtons dans les roues pour renouveler le passeport. Moi, je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien, mais je n'exclurais pas. D'accord. Alors, de l'autre côté, là, une question, probablement un Français. Quelles sont les conséquences à ne pas vivre 183 jours en Russie avec un VNJ, qui est donc le permis de séjour russe? J'imagine que celui-ci est annulé. Peut-on être refusé à la frontière? Faut-il passer par la demande d'un visa? D'autres conséquences fâcheuses? Merci de votre aide. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Je dois décliner toute compétence sur le sujet. Pareil. Je crois que pendant le Covid, il y avait eu des exemptions. Enfin, l'administration russe avait fait preuve de souplesse sur ces sujets-là, que ce soit le volet fiscal ou le volet strictement administratif. Mais je crois savoir que si vous passez plus de temps à l'étranger qu'en Russie, eh bien, normalement, votre titre perd sa Voilà. valeur. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe à l'arrivée à l'aéroport? Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'en fait, non. Alors, je pense qu'il n'y a pas de risque à l'arrivée à l'aéroport, puisque le document est valable. Je pense que le problème va se poser au fameux rendez-vous annuel où on doit, en tant que possesseur de VNJ, justifier de ses revenus et de son séjour de plus de 183 jours en Russie sur la base des visas, des tampons d'entrée et de sortie. Et je pense que c'est à ce moment-là que le problème se pose et qu'il y a effectivement un risque de d'annulation du Benji, alors peut-être avec expulsion, mais en tout cas au moins d'amende administrative assez sérieuse. Voilà, mais je pense pas qu'il y ait de risque au moment de l'entrée dans le pays. Par contre, c'est ensuite se mettre la tête sur le billot au moment de la, de la régularisation du titre de séjour. Voilà. Bien, alors on va passer à des choses plus internationales, diplomatiques, tout ça. Igor, qu'est-ce que tu as dans ta besace aujourd'hui? Alors, j'ai pas mal de grains et de céréales dans ma besace. J'ai du maïs, de l'orge, tout ce que tu voudras, mais tout ça, évidemment, qui pose problème, puisqu'on sait qu'il y a cet accord sur les céréales, ou également connu sous le nom de Black Sea Grain Initiative, dont on reparle du côté du ministère russe des Affaires étrangères pour expliquer que au-delà du 18 mai, eh bien, il risque de plus y avoir d'accord, tout simplement, si 5 conditions ne sont pas satisfaites. Et le MID a donc clairement exprimé 5 conditions pour que qui doivent être remplies pour que ce deal, cet accord céréalier, soit reconduit. Alors, sans trop de surprise, ces 5 conditions, je vais vous les donner, mais elles portent sur 3 domaines, les systèmes de paiement, la logistique et les assurances, dont on sait que c'est un peu le cœur des difficultés pour les Russes. Alors, il y a tout d'abord, première condition, la reconnexion de Rosersbank au SWIFT. C'était un petit peu la banque qui fait servir d'intermédiaire, d'interface privilégiée pour les paiements internationaux en lien avec les paiements de cargaison de céréales, une espèce de déclinaison du schéma qu'on a pu connaître avec Gazprom Bank sur les paiements de gaz naturel, notamment, qui est toujours en vie, ce schéma, mais bon, il y a pratiquement plus de gaz qui passe vers l'Europe, donc en réalité, c'est une banque qui est déjà, comment dirais-je, dans problématique. Il y a ensuite, deuxième nouvelle, la reprise de livraison de matériel et équipements agricoles vers la Russie. Ça, c'est pour les importations de matériel dont finalement le complexe agroalimentaire en Russie a besoin pour prospérer, fonctionner, etc., qui peuvent être amenés à faire défaut, qui sont l'objet ou pas de son importation parallèle. Enfin, il y a plein de cas particuliers que ces types de matériel qui peuvent rentrer dans le périmètre de différents paquets de sanctions soient sanctuarisés, retirés des sanctions, afin qu'ils puissent gagner la Russie de manière parfaitement légale. Troisième condition, c'est le dégel des actifs des entreprises et des sociétés russes du secteur agroalimentaire, actifs qui ont été gelés parce qu'ils se trouvent à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, gelés parce qu'elles sont la propriété d'un homme d'affaires qui a été placé sous sanction, d'une entreprise appartenant à cet homme d'affaires qui est sous sanction. Il y a là aussi plusieurs cas de figure. Et bien que ces actifs-là soient donc dégelés. Quatrième sanction, c'est la levée des restrictions sur les assurances et les réassurances. Bon,
On avait déjà dit que c'était un problème pour les cargaisons, assurer les cargaisons, assurer les navires. Il y a donc un tas de sociétés qui ne voulaient plus du tout entendre parler de cela dès lors que la cargaison était du blé russe ou dès lors que le navire était enregistré en Russie. Donc, frilosité des assureurs qui donc posaient problème, on peut l'imaginer, pour la cargaison et pour le prix de la cargaison qui explosait dans ce cas de figure-là. Et enfin, cinquième condition, c'est la réactivation du pipeline pour ammoniac qui existe entre Togliatti et Odessa. Et donc là, on est dans une autre problématique connexe qu'on oublie souvent, qui est celle des engrais, qui est directement liée au secteur agricole. Et je rappelle, comme je le dis chaque fois, que ni les produits agricoles en tant que tels, ni les engrais en tant que tels sont sous sanction, mais c'est bien finalement tout l'écosystème autour de ces deux denrées qui est complètement perturbé avec des opérateurs sous sanction, des plateformes sous sanction, etc. Donc voilà les 5 conditions qui ont été posées par le MID pour qui doivent être satisfaites pour qu'au-delà du 18 mai, eh bien, cet accord soit reconduit. Toujours sur le sujet des céréales, de nouveaux développements autour des céréales ukrainiennes et de leur exportation ou transit dans les pays d'Europe centrale et orientale. Les 3 pays, donc Pologne, Hongrie et Slovaquie, ont annoncé qu'elles apposaient un embargo, elles exerçaient un embargo sur les céréales ukrainiennes, avec, dans le cas de la Hongrie, toujours des possibilités de transit à travers le territoire hongrois, mais plus d'achats à destination, d'importation à destination du marché hongrois. Donc on voit que la situation s'est durcie par rapport à ce que j'évoquais déjà la semaine dernière. Donc avec un embargo sur ces céréales ukrainiennes. La Commission européenne a très vivement critiqué ces décisions prises par donc ces 3 pays d'Europe orientale, en expliquant que c'était de son ressort à elle, uniquement de son ressort à elle, de décider des politiques communes en matière de frontières, de cargaison de marchandises, etc. Alors, pour le cas des Polonais, cet embargo est en vigueur jusqu'en juillet au moins, et les Ukrainiens ont expliqué que cette décision de Varsovie est évidemment à déplorer et que surtout elle intervient en violation de précédents accords qui existaient entre les 2 États. Donc on voit que même si jamais la Pologne mettait en avant la semaine dernière une décision qui avait été prise en bonne intelligence avec l'Ukraine, on voit que finalement cette coordination entre les deux n'est pas si bien réglée qu'il n'y paraîtrait. Troisième information, elle porte sur la visite en Russie du ministre chinois de la Défense, qui est donc arrivé hier. Il a rencontré Vladimir Poutine et Sergei Shoigu. Ils ont eu un entretien pris à 3 sur donc des questions qu'on peut imaginer, à la fois la coopération de défense et militaire entre les 2 pays, mais également le contexte international. Alors, pas vraiment de déclaration, en tout cas jusqu'à présent, sur les déclarations plus concrètes. On est dans un élément de langage finalement tout à fait connu, des relations bilatérales sino-russes avec du côté de Vladimir Poutine, donc des relations qui, selon lui, évidemment, sont en plein développement, et notamment à travers la ligne des ministères de la Défense, qui, d'après lui, permet d'augmenter la qualité du dialogue stratégique entre les 2 pays, et donc de renforcer le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin, donc finalement des éléments de langage assez connus. Et du côté du ministre de la Défense, M. Li Shanfu, eh bien, il a dit donc M. Li Shanfu qui a choisi donc la Russie comme première destination pour son premier déplacement à l'étranger, ce qui là aussi n'est pas anodin, et lui souligne le caractère spécial des relations avec la Russie, donc là aussi effectivement des éléments de langage assez connus. Quatrième information, du côté de l'Inde, après la Chine, l'Inde, la Russie et l'Inde travailleraient à l'instauration d'une zone de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et New Delhi. Je rappelle que le commerce bilatéral entre la Russie et l'Inde l'an dernier a atteint 46 milliards de dollars, ce qui est pratiquement une multiplication par 4 par rapport à la balance commerciale traditionnelle, largement grâce aux importations de pétrole indiennes en provenance de Russie. Ces déclarations donc en faveur d'une zone de libre-échange témoignent d'un partenariat économique, mais également politique, qui continue de prospérer malgré le contexte que l'on connaît. M. Mantouros, donc, qui est vice-premier ministre et ministre en charge de l'industrie, est en Inde ces jours-ci. Donc c'est à l'occasion de ce déplacement et de la rencontre avec ses homologues indiens que ces projets ont été mis sur la table. Le Brésil, avec M. Lula, qui s'en est pris au FMI et au dollar. M. Lula était en déplacement à Shanghai, et à l'occasion de son déplacement en Chine,
il a tiré à boulet rouge donc, sur le Fonds monétaire international et ce qu'il appelle la domination du dollar. Il a appelé à mettre fin à la domination du dollar et a mis en avant l'existence d'une structure comme la Banque des BRICS, qui, d'après lui, pourrait se substituer d'une certaine manière à d'autres institutions que lui juge finalement l'action assez néfaste. Hein. Et il a également suggéré d'élaborer une devise commune aux BRICS pour commercer, donc avec le dispositif de la Banque des BRICS aussi derrière, hein, pour commercer notamment avec le Mercosur, hein, qui est donc l'association de libre-échange régionale en Amérique du Sud, et qui est donc un commerce comme ça, avec cette devise, donc, qui ne serait pas du dollar, évidemment, c'est le but du jeu, entre le Mercosur et les BRICS. Et puis une dernière nouvelle qui concerne les maisons russes, hein, vous savez, c'est ces institutions pilotées par Rosatronichesvo pour la coopération culturelle entre la Russie et d'autres pays. Eh bien, ces maisons russes vont être fermées sur décision donc, de Rosatronichesvo en un certain nombre de pays d'Europe orientale et d'Europe centrale, pays inamicaux, hein, la Roumanie, la Macédoine du Nord, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie. Donc les maisons russes y seront fermées et Rosatronichesvo explique que c'est un redéploiement stratégique puisque les ressources qui ne seront plus investies pour maintenir ces structures dans ces pays-là seront redéployées vers, sans doute, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Voilà Gilles pour les informations de ce début de semaine. Merci. Alors, on nous pose la question, est-ce que sur l'application de l'accord sur les céréales, il a été renouvelé plusieurs fois et à chaque fois, la Russie brandissait des menaces diverses mais finissait par leur prendre l'accord. Est-ce que là, c'est différent? Est-ce que la Russie est plus en position de force? Comment est-ce que tu sens la chose? Alors moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, là, dans la menace de retrait de l'accord, hein, puisque là, c'est pas seulement la suspension, là, on a l'impression quand même que c'est la menace simplement de se retirer de l'accord. Hein. On a l'impression que les Russes ont quand même précisé leur position. Quand c'est la première fois cela est survenu à l'automne dernier, au mois d'octobre, hein, de mémoire, ils étaient un peu pris, me semble-t-il, au dépourvu. C'est une décision qui avait été prise à quelques jours de l'échéance et non pas là ça fait en réalité plusieurs semaines déjà, hein, qui font comprendre qu'ils ont reconduit, mais sans être trop convaincus du bien fondé de la chose. Et là, ils précisent, ils posent des conditions. On n'avait rien de tel. Hein. En automne, on avait l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation, puisqu'il y avait un retournement 48 heures plus tard avec Moscou qui explique que oui, on va reconduire, même si on n'est pas très satisfait du fonctionnement de l'accord, mais on reconduit. Là, on a l'impression quand même qu'ils s'y préparent. Enfin, moi, c'est mon sentiment, hein, au jugé, hein, qu'ils s'y préparent en tout cas beaucoup plus en amont. Il y a une date, on l'a dit, qui est celle du 14 mai, qui est l'élection présidentielle en Turquie, qui dicte un petit peu le calendrier également. Les Russes doivent savoir avec qui ils auront à traiter à Ankara après le 14 mai. Là, on sent voilà, que les positions sont beaucoup plus travaillées. Évidemment, ça ne préjuge pas. Enfin, après, très bien imaginer que si certaines conditions sont éventuellement satisfaites, peut-être qu'ils estimeront que cela va pour cette fois. Ils reconduiront peut-être pas pour 120, mais encore pour 60 jours. En réalité, il y a quand même pas mal de. Ça montre qu'il y a pas mal de place qui est laissée, le cas échéant, pour certains, on dirait une forme de souplesse. Donc, en tout cas, à défaut de dire que là, si jamais les 5 conditions ne sont pas mutuellement remplies, eh bien, il n'y aura pas de reconduction. Je peux déjà dire que il y a beaucoup moins d'improvisation. Il y a une plus grande préparation, me semble-t-il, dans les paramètres qui devraient conduire, selon Moscou, la reconduction de la prolongation de cet accord. Est-ce que justement la Russie n'a pas plus à perdre si jamais il n'était pas reconduit? Est-ce que Non, je pense pas, parce qu'une fois de plus, cet accord, vous savez qu'il est, il y a 2 accords signés. Il y a entre l'ONU et l'Ukraine, entre l'ONU et la Russie, et la Turquie étant maître d'œuvre un peu technique pour, j'allais dire, tout ce qui est lié à l'organisation des corridors de sécurité maritime, pour l'évacuation des céréales en particulier, des 3 ports ukrainiens qui sont sanctuarisés dans cet accord, hein, et qui donc Ochakov, Odessa, et puis le 3e, je m'échappe. Donc voilà, ces 2 accords qui sont en parallèle. Dans le cas de la Russie, il est quand même inscrit dans le cadre de cet accord qu'il est censé y avoir, à travers un travail de l'ONU qui jusqu'à présent manifestement n'a pas délivré de résultats, pour faire un anglicisme. Eh bien, il est censé y avoir un réaménagement des mesures restrictives qui pèsent sur la Russie, sur les domaines que j'ai élaborés. Évidemment, depuis le temps que cet accord existe, depuis juillet dernier, il n'y a eu aucun réaménagement. Évidemment que même si l'ONU a entrepris un dialogue avec Bruxelles, avec les États-Unis, avec les Britanniques,
peut-être pour essayer de réaménager certaines sanctions. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Donc les Russes insistent systématiquement dans leur récit, enfin, dans leur communication, sur le fait que c'est un accord qui a un caractère de paquet, enfin qui est inclusif, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le volet purement céréales, navigation, engrais, etc., mais il y a aussi une contrepartie qui est celle de lever les restrictions. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. Bon, dire que si jamais c'était pas reconduit, la Russie serait perdante, je suis pas certain parce que de toute façon, ces céréales trouveront preneurs sur le marché. La Russie est un trop gros acteur pour qu'on s'imagine qu'on peut se couper de ces céréales, en tout cas sans que ça crée de gros problèmes géopolitiques en Afrique et au Moyen-Orient et ailleurs. Un premier élément. Deuxième élément, il y aura un problème de prix, parce que si jamais la Russie se retire, il y aura probablement un effet de panique sur les marchés. Le prix à la tonne risque de s'envoler, ce qui reviendra aussi à exercer de la pression sur les clients du complexe agroalimentaire russe, là aussi des pays du Moyen-Orient, des pays d'Afrique, mais aussi certains pays occidentaux. Et puis l'Ukraine, on le voit, il y a un contexte, je veux dire, à front renversé. L'Ukraine, a priori, jusqu'à l'été, ne peut plus faire transiter ses grains à travers les pays limitrophes d'Europe centrale. En tout cas, pour la Hongrie, ça fonctionne, mais pour la Pologne, non. Et pour la Slovaquie non plus, même si c'était des petits volumes, mais néanmoins, c'était quand même aussi une ligne de vie pour évacuer ces céréales vers les marchés européens et ailleurs. Et on voit qu'avec le contexte que j'ai décrit juste avant, eh bien, c'est une ligne qui ne fonctionne plus. Maintenant, elle doit s'en remettre uniquement aux lignes maritimes. Et donc, si la Russie sort de l'accord, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne prendra pas pour cible les infrastructures des ports ukrainiens qui jusqu'à présent étaient sanctuarisés, qu'elle ne s'en prendra pas un peu plus aux infrastructures énergétiques qui permettent d'alimenter ces ports, les infrastructures portuaires, les grues, les silos, etc. Il n'y a plus rien qui le garantirait. Donc, je ne me risquerais pas à dire que ce serait forcément la Russie qui sortirait grande perdante ou plus perdante que l'Ukraine de ce deal. D'autant plus qu'en Ukraine, manifestement, il y a eu une bonne récolte l'an dernier en dépit du contexte qu'on connaît et que pour cette année, les conditions semblent relativement réunies, une fois de plus, compte tenu du contexte très très grave que traverse le pays, pour qu'il y ait encore une récolte pas trop mauvaise. Donc en réalité, il y a aussi un enjeu pour l'Ukraine. Parce que s'il n'y avait pas de grains en Ukraine, à la limite, on dirait, bon, bah, les Ukrainiens n'ont rien à perdre, de toute façon, il n'y a rien à moissonner, il n'y a pas de semences, etc. Or, d'après ce qu'on sait, c'est l'inverse. Il y a une bonne récolte qui s'annonce. Donc il y aura un enjeu pour l'Ukraine, un enjeu économique, hein, ça représente plusieurs milliards de dollars de rentrée. Donc c'est pas rien. Alors, dans les conditions, il y a un point intrigant, c'est l'histoire du pipe d'ammoniac qui a abouti à Odessa. C'est quoi l'idée de faire sortir l'ammoniac russe par le port d'Odessa? Bah, c'est un peu ça. C'était, bon, comme tout ceci était auparavant un ensemble géopolitique, j'allais dire, assez homogène. Et il y avait donc des infrastructures de cette sorte-là qui existaient, donc pour exporter quelque chose qui est important comme les engrais, dans les engrais l'ammoniac. Aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer qu'il n'est pas très difficilement utilisable. Bon, là, ce serait une voie pour en fait soustraire ces exportations d'ammoniac à d'autres voies qui passent par des territoires de pays inamicaux, avec des embargos, des impossibilités de charger, des opérateurs en difficulté, etc. Là, si ça passe par l'Ukraine, on pourrait si jamais la logistique fonctionnait, on pourrait imaginer que donc c'est de l'ammoniac qui aurait vocation à être exporté. Est-ce que le chargement fonctionne? Bon, à vrai dire, j'ai pas trop d'éléments à apporter en plus en détail sur ce pipe, donc je pourrais pas trop rentrer sur l'historique, le fonctionnement, le détail, les opérateurs, etc. Mais bon, c'est une infrastructure assez intéressante qui montre que sur ce point-là, potentiellement, j'imagine les deux à gagner, ou peut-être à gagner, parce que y a peut-être des droits de passage, des droits de transit, des choses comme ça, même si c'est des sommes assez peut-être pas très très importantes, mais mine de rien, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, une condition qui est assez intéressante à relever. Si je peux me Ça semble permettre, il assez. s'agit de M. Mazepin, hein, d'Uralchem, un des grands groupes chimiques russes, qui fait un lobbying assez puissant, y compris auprès du Kremlin, pour que celui-ci mette sur la table ce, ce tube, qui est un tube qui a été construit à l'époque soviétique, hein, évidemment. Ça serait évidemment quelque chose de puissant d'un point de vue symbolique, de voir un nouveau tube, outre le gaz, fonctionner à des fins de transit via l'Ukraine, de surcroît aboutissant à Odessa. Là, il y a une convergence entre les engrais et les céréales qui serait assez spectaculaire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités ukrainiennes ne veulent pas en entendre parler. Oui, ça semble assez baroque quand même comme situation. Alors,
Une dernière question pour notre briefing d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Où en est le programme pour les fêtes de mai à Moscou? Alors, je crois savoir que les fêtes du 1er mai ont été annulées, me semble-t-il. Par contre, le 9 doit se conserver, j'imagine, même s'il a été, les défilés, un certain nombre ont été annulés en province, je crois. Est-ce que vous avez des précisions pour Moscou? S'agissant du défilé militaire, il n'y a pas d'annulation à Moscou. Et je crois que la position officielle, ça va être de le faire, quels qu'en soient les risques qui ne sont pas nuls, hein, sans entrer dans les détails, mais depuis quelques semaines, quelques mois même, il y a des drones apparemment lancés depuis le territoire ukrainien qui soit sont abattus, soit le plus souvent tombent dans des forêts de la région de Kalouga, enfin, et de plus en plus près de la capitale. Et on sait que les Ukrainiens aiment les coups d'éclat. On a eu un l'année dernière, le 8 octobre, au lendemain de l'anniversaire de Vladimir Poutine, hein, l'explosion sur le pont de Crimée. Évidemment, un incident, quel qu'il soit, pendant le défilé militaire, aurait une portée psychologique, politique majeure auprès de la population russe. Donc c'est risqué. C'est risqué de maintenir ce défilé, mais je pense que d'un autre côté, ne pas l'organiser pour la première fois depuis 1945 serait quelque chose de trop inquiétant dans l'autre sens. Donc à suivre. Mais pour l'instant, il est maintenu. Alors peut-être qu'il y aura des ajustements, comme l'année dernière. On se souvient que le volet aérien avait été annulé officiellement pour des causes météorologiques, alors même qu'il faisait beau à Moscou. On verra. Mais l'annulation complète me paraît aussi improbable que risquée, oui. Merci de toutes vos informations et d'avoir une fois encore réussi à trouver toutes les nouvelles dans tous les recoins des journaux, de l'actualité, des presses. Donc, fin de notre prévision 136. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, non, sauf à conseiller à Igor de soigner sa toux. Prends un sirop pour ta toux. Voilà. Et sinon, plaisir de vous retrouver jeudi. Pensez à... Non, pas aujourd'hui. Je pensais vous le raconter jeudi. Donc, 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. Tenez bon. Bien là. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À bientôt.